Cette année, nous avons pu le bon d'aborder une problématique qui, à notre avis, fait partie des nouveaux sujets de discussion au sein de la société québécoise et même dans les chaumières. Des discussions qui se présentent trop souvent, et parfois malheureusement de façon trop ponctuelle, souvent aussi anecdotique. Cependant, ces discussions sont toujours animées, passionnées, parfois déplacées, ardues. Et pour quelques-uns, ce sont des discussions qui sont argumentées. Pour quelques-uns. Cette intensité dans le débat est certainement due au fait que ces sujets de discussion sont à la fois nouveaux pour nous au Québec, complexes. Ça semble simple au départ, plus qu'on discute de ce sujet-là, on s'aperçoit que c'est relativement complexe. Et parfois même tabou. Mais surtout parce qu'il nous interpelle au plus profond de nous-mêmes, sur notre identité nationale et sur notre relation à l'autre en fonction de ce que nous avons été et de ce que nous sommes et de ce que nous voulons devenir comme peuple francophone en Amérique. Effectivement, depuis quelques années, de façon particulière depuis la commission Bouchard-Taylor et le projet de charte proposé par le Parti québécois, tout le débat concernant l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants, les libertés individuelles versus les droits de la nation québécoise, les droits et libertés religieuses, nous amènent au cœur de toute la problématique du multiculturalisme canadien. Comme le soulignait Danick Parenteau, professeur au département des humanités et des sciences sociales au Collège militaire royal de Saint-Jean, le multiculturalisme a fait son apparition au Canada dans les années 60, à la suite de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, ce qu'on appelait à l'époque la Commission Laurando-Duncan. Ce modèle qui est notamment enchâssé dans la Charte canadienne des droits et libertés de 1982, c'est l'article 15 et l'article 27, et qui a été suivi en 1985 de la loi sur le multiculturalisme canadien, par ailleurs paradoxalement voté sous le gouvernement de Mulroney, se voulait à l'origine une réponse à une préoccupation croissante pour les questions liées à l'intégration et à la diversité ethnique de la société canadienne. Le multiculturalisme se veut le reflet de la diversité culturelle et raciale de la société canadienne et se traduit par la liberté pour tous ses membres de maintenir, de valoriser et de partager leur patrimoine culturel. C'est le texte intégral de la loi sur le multiculturalisme canadien, l'article 3. Au cœur du multiculturalisme se trouve une valorisation des différences culturelles, notamment celles des nouveaux arrivants, et un refus explicite de reconnaître l'existence d'une quelconque culture nationale, majoritaire propre au Canada, voire de quelques cultures nationales prédominantes. Depuis plus de 250 ans, depuis la conquête, on essaie par toutes sortes de manigances, de décisions politiques et militaires, d'affaiblir notre volonté de s'épanouir et d'assumer notre pleine singularité en tant que peuple québécois. Grâce à nos politiques et à nos institutions nationales, à notre ingéniosité, à notre solidarité, nous avons réussi à mettre en place une société distincte en Amérique avec une certaine cohésion culturelle spécifique au Québec. C'est à partir de ces quelques éléments que nous allons effectuer notre réflexion de ce matin, en espérant que je vous ai pas trop mêlé. Par contre, si moi je vous ai mêlé, nos deux personnes ressources vont essayer de me démêler. Avec l'aide de Mme Lise Lavallée et de M. Mathieu Bocoté, nous aborderons le thème « Le multiculturalisme est un atout ou un inconvénient pour l'émancipation du peuple québécois ». D'ailleurs, c'est un privilège d'avoir Mme Lavallée et M. Côté avec nous ce matin. Je pense que
C'est très intéressant de leur part. C'est très généreux d'être parti de la grande ville de Montréal pour venir voir le Québec profond. Je ne sais pas si on est bien profond, en tout cas, on n'est pas loin de chez vous. Mais merci beaucoup de votre générosité, c'est toujours apprécié. Madame Lavallée est journaliste depuis 1972. Lise Lavallée a dirigé Champlain, Air Québec, Air Canada, le magazine En route d'Air Canada. Elle occupait jusqu'en 2009 le poste de vice-présidente, directrice des rédactions magazines féminins et nouveaux titres pour Rogers Publishing. En tant que pigiste, elle a collaboré à l'actualité, commerce, affaires, plus, la presse, le devoir, le National Post et plusieurs autres. Dès 1993, elle s'intéresse à Internet, phénomène qu'elle a décortiqué assez bien meilleur le matin avec René Aumier-Roy pendant 8 ans. Depuis 2012, elle tient un blog au Journal de Montréal, au Journal de Québec, ainsi qu'une nouvelle chronique en page 12, 3 fois semaine. Elle a débattu de l'actualité avec Gabriel Nadeau-Dubois à la défunte émission du matin de Radio-Canada. C'est pas trop tôt avec Marie-France Bazot. Elle a publié un récit autobiographique, Pourquoi moi?, Mes années chez les Juifs assidiques, ainsi qu'une biographie de l'animatrice Sonia Benezet. Lise Lavallée a étudié la littérature anglaise à l'Université Concordia, après un cours classique interrompu par la réforme de l'éducation dans un pensionnat pour jeunes filles bien. Puis là, elle a écrit « Manifestement, quelque chose n'a pas fonctionné. » Là, vous prendrez 5 minutes pour nous expliquer ça, OK? Elle a vécu à Londres, Vancouver, Calgary, Toronto, mais le Québec est sa patrie. Mathieu qu'on connaît un peu plus, pas parce qu'il est plus connu que vous, mais il est plus connu ici. Mathieu est sociologue, chroniqueur politique et auteur de nombreux ouvrages. D'ailleurs, il m'a dit qu'il en sortait un autre bientôt. Fait qu'on va se tenir alerte. On peut le lire régulièrement dans le Journal de Montréal, La Vie agricole et Le Figaro. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'était Radio Ville-Marie en plus. Hey, toi, c'est toutes sortes d'affaires. Fait qu'écoutez, Radio Ville-Marie, Mathieu Bocoté, le lundi à 11h. Il est chargé de cours au HEC et à l'Université de Sherbrooke. Fait que je demanderais à nos deux personnes ressources de bien vouloir vous avancer à l'avant, puis applaudissez. Ça va les encourager. Le déroulement de l'activité ou de notre discussion est relativement simple. On a demandé à chacun des personnes, je pense qu'ils ont une approche différente. En tout cas, vous allez le voir. Ils ont une approche différente du sujet. Et à ce moment-là, ce qu'on leur a demandé, c'est de nous exposer pendant 15 minutes leur appréciation du thème. Et par la suite, on va leur donner 5 minutes pour réagir un à l'autre. Et par la suite, ça va être des questions de la salle. Fait qu'en gros, c'est un petit peu ça. Fait que j'inviterais, j'étais supposé de piéger d'un chapeau. C'est qui commençait? Oui. Pile ou face? Pile ou face? Pile ou face? Pile ou face. Mais là, ça prend... on a plus d'argent. Oui, c'est toi. Pierre, qui est un éminent membre du comité de la souveraineté de la Société socialiste. Bien, je lui laisse la face de la reine. OK. Non, face. C'est quoi ça? Ça, c'est la face de la reine. Fait que madame... Ouais, c'est la face de la reine. Sûr que c'est un animal. C'est un frein. Il faut se rendre à quoi, c'est ça? Fait que je vous donne 15 minutes. 15 minutes, bon, OK. Je vais me surveiller. Puis, pardonnez si je ne prends pas 5 minutes pour vous dire pourquoi tout ça a mal tourné. Mais, ah oui, ben oui. Ah. Bonjour. Ah, merci. Bonjour. Bonjour.
Je suis très contente d'être à Trois-Rivières. Je veux dire, moi, je ne suis pas bien sorteuse, mais dans les 2 dernières années, j'ai l'impression que je suis toujours rendue ici. Je commence à me sentir de la place. Et voilà, je suis contente. Alors, merci beaucoup de nous accueillir. Comme je disais tantôt, non, je ne prendrai pas 5 minutes pour vous dire pourquoi j'ai mal tourné. Je vais vous laisser décider à la fin si c'est vrai ou pas. Mais je vais vous avouer que j'ai encore un petit ressentiment pour la réforme de l'éducation, pas dans son entièreté, on s'entend, mais se faire couper un cours classique quand on est rendu en méthode, équivalent de la 10e année, je peux vous dire une affaire, c'est de l'attentiste, parce que la polyvalente qui est venue après, là, a fait de moi une décrocheuse. Non, c'était 2 mondes. D'un côté Racine, de l'autre bord Guy Descartes, je veux dire, ça n'arrête tellement pas de bon sens. C'est vraiment 2 univers complètement différents. Alors on va parler de... Moi, j'appelle ça le MC. Le multi... ou il y en a qui disent le MMC, le maudit multiculturalisme. Alors, est-ce que c'est un inconvénient? La question, c'est un inconvénient ou... Un avantage. Pour moi, c'est ni un ni l'autre. C'est un problème. Et l'avantage du problème, c'est qu'on peut peut-être arriver à le résoudre, ou du moins à diminuer ses impacts négatifs, et ainsi de suite, tandis qu'un inconvénient, ben là, un inconvénient, il n'y a rien à faire avec ça, ou on le flush, ou on vient avec. Alors pour ça, pour vous dire que, en ce qui me concerne, moi, je veux vous dire une chose d'abord. Vous connaissez sans doute la fameuse phrase de Camus, que mal nommer les choses contribue au malheur du monde. Et d'abord, il y a un problème de sémantique avec le mot multiculturalisme. De quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle du fait qu'on est dans une société où plusieurs cultures ou plusieurs ethnies cohabitent, ou si on parle, ce que j'appelle ça, c'est le descriptif, et le prescriptif, lui, c'est la loi canadienne. Et quand on discute avec les gens de ce sujet-là, j'ai toujours de la misère à comprendre, à savoir si la personne à qui je parle me parle de numéro 1 ou numéro 2. Est-ce qu'on est en train de me dire « je ne veux pas de migrants » ou est-ce qu'on est en train de me dire « je ne veux pas que le fédéral nous enfonce sa vision du Canada dans la gorge ». Moi, je suis pour ce qui est descriptif et je n'aime pas beaucoup ce qui est prescriptif. Alors, j'aime le fait de vivre dans une société où on accueille des gens d'ailleurs, où on devienne une partie de nous. Il y a un travail là-dedans qui est le nôtre et qui n'a rien à voir avec les gouvernements. C'est aussi notre capacité d'accueil, mais aussi notre capacité d'exiger ce qu'on veut dans cet accueil-là. Puis il me semble que des fois, je sais pas, on est un peu mou. Je suis toujours assez catastrophée de voir, d'ailleurs, il va sortir un rapport, mercredi, sur l'échec total de la francisation des immigrants. Ben, l'échec total de la francisation des immigrants, là, je trouve ça grave de 2 points de vue. D'abord, pour eux, pour nous, mais aussi, qu'est-ce que ça dit de notre volonté à l'extérieur de tout combine, fédéraliste, multiculturaliste. On met tout ça de côté, on se dit, mais nous ici, entre nous, là, et avec notre gouvernement, nous, est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on fait le bout de, au moins, offrir les structures nécessaires? On va demander aux gens, allez apprendre le français chez Berlitz, ça ne marchera pas. Moi, je n'ai pas envie de vivre dans une société, plus probablement personne, là, où tout le monde est absolument pareil. J'entendais hier à la radio que le Japon, par exemple, qui est un pays qui est très, très réfractaire à l'immigration, il devait, selon les ententes internationales, accueillir 7000 réfugiés syriens, et au final, ils en ont accueilli 27. Pour une société riche comme le Japon, je sais pas, il me semble que c'est pas fort. Je pense que le multiculturalisme canadien, dans toute sa splendeur législative, c'est là, mais moi, je ne sens pas l'imposition dans mon quotidien d'une vision du Québec qui serait fédérale. Je ne le sens pas. Peut-être qu'il y en a d'autres qui le sentent. Moi, je ne le sens pas. Je
je ne dis pas que ça n'a pas des effets, mais en ce qui me concerne, le danger par rapport à la survie, je vais même utiliser le mot nation, mon cher Mathieu. Que d'audace. Ah, je sais, je recule devant rien pour me faire aimer. J'ai pas de problème avec le mot nation, vraiment pas. Ni patrie d'ailleurs. Pour moi, l'ennemi, il est plus immédiat. Il n'est pas au Parlement à Ottawa. Il est maintenant. Et je ne sais pas si on en prend toujours conscience. Alors, je m'explique. On parle d'identité. Pour moi, l'identité, c'est la finalité de la chose. Ce qui est vraiment important, c'est qu'est-ce que c'est cette identité-là. Et l'identité, normalement, c'est une addition toute simple, culture plus valeur plus langue. Et quand ça s'est réuni, les identités deviennent différentes. Qu'est-ce qui nous menace à ce niveau-là? J'ai bien plus peur de culture américaine, du bulldozer hollywoodien qui happe les jeunes, et puis je le comprends. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'écoutais de la musique en anglais, j'en écoute encore. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a comme une espèce de coupure qui s'est passée, puis pour eux, ça n'existe même pas. Moi, je savais que Brel avait vécu là. Je ne suis pas sûre que beaucoup de jeunes le savent. Ça, c'est notre responsabilité à nous, c'est notre trésor, c'est notre diamant. Et moi, je ne voudrais jamais confier mon trésor et mon diamant à un gouvernement, quel qu'il soit, de quelque orientation qu'il soit. Je pense que dans la force du peuple se trouve ce qu'il faut et ce qui doit être pour être et pour devenir ce qu'on veut devenir. Il y a l'ignorance qui est aussi un problème. C'est le fameux 53% de Québécois qui ont des difficultés de lecture et d'écriture. Le nouveau directeur du Devoir, d'ailleurs, disait « Moi, mon nationalisme va s'occuper de ça », et il avait raison. C'est absolument incroyable qu'au Québec, on en soit dans cette situation-là. On veut défendre notre langue, on est rendu. Il y a même des linguistes professionnels qui nous disent que la qualité, c'est pas important. Alors ça, pour moi, c'est un gros problème. Et le troisième problème, je parlerai, mais je ne veux pas insister tant que ça, de toute façon, mon temps achève, parler brièvement de, j'appelle ça l'islam politique. Je suis de ceux et de celles qui croient profondément que, bon, je ne vais pas dans la théorie du complot, parce que je ne sais pas si c'est des complots, comment c'est organisé, je ne veux pas le savoir, mais je pense qu'il y a vraiment une poussée en Occident qui est inquiétante. J'ai bien plus peur, moi, de l'impact de l'islam politique sur notre façon de vivre et d'être que j'ai finalement qu'une bombe explose dans le métro de Montréal. Si je donne un exemple, à Montréal, dans certaines écoles, on ne peut plus enseigner l'Holocauste. Parce que ou les croisades, ou quand ils vont faire des visites, mettons dans une église, pour l'église, synagogue, etc., il y a beaucoup d'enfants qui n'iront pas dans l'église. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus dangereux et je pense que nos politiciens sont particulièrement aveugles. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu ma chronique la semaine dernière, où j'ai un peu dévoilé que le nouveau secrétaire parlementaire aux affaires étrangères a un passé d'islamiste. C'est pas un détail. Les gens qui entourent Philippe Couillard pour faire cette fameuse bouillabaisse contre la radicalisation, tous ces gens-là trempent dans des affaires qui ne ressemblent pas du tout à notre culture, à nos valeurs. Mais ils parlent notre langue. Et on a des grosses questions à se poser là-dessus. Alors, est-ce que le multiculturalisme est quelque chose dont on devrait se débarrasser? Certains diront que la facilité, c'est de se débarrasser d'Ottawa. Des gens comme moi qui sont encore, je ne sais pas pourquoi, attachés à l'idée du Canada. Et c'est vrai que pour nous, c'est plus problématique et je ne le nierai pas. C'est vrai que c'est problématique. Ma stratégie à moi, c'est de l'ignorer. Alors bonjour à tous.
J'aurais la furieuse envie de commencer à répondre à l'intervention de Lise, mais par exemple, comment ignorer l'État fédéral qui a un pouvoir de contrainte sur le Québec? S'agit-il de dire j'ignore la loi? La loi nous répondra, mais on s'en fout de ton ignorance, cher ami. La loi fédérale, l'État fédéral a quelque chose qui nous manque souvent, c'est la force. Et surtout la résolution à faire usage de cette force pour nous imposer son modèle de société. Cela étant dit, à la manière de parenthèse d'introduction, répondons tout simplement à la question qui est posée. Je crois que la question du multiculturalisme, pour peu qu'on la définisse adéquatement, c'est ce qu'on pourrait appeler la grande querelle de notre temps. Le 20e siècle a connu ses propres querelles. Dans la deuxième moitié du 20e siècle, la question c'était finalement être ou ne pas être communiste, telle est la question. Eh bien, on pourrait dire qu'aujourd'hui, se convertir ou ne pas se convertir, ou se laisser convertir au multiculturalisme, telle est la question. Il s'agit, pour l'essentiel, de l'idéologie dominante de notre temps, partout présente dans les sociétés occidentales, aucune d'entre elles n'est épargnée, et qui fonctionne à partir du principe suivant, ce que j'appelle l'inversion du devoir d'intégration. La vocation traditionnelle d'un nouvel arrivant, lorsqu'il arrivait dans un pays, était d'en prendre le pli identitaire et culturel et d'apprendre à dire « nous » avec son pays d'accueil. Il devait s'approprier sa culture, sa langue et même son histoire, et s'appropriant cette histoire, il s'appropriait le destin de ce pays. Nous nous sommes laissés convaincre depuis une trentaine d'années qu'une telle vision de l'intégration, de la nation, relevait d'une manière ou d'une autre de la xénophobie, voire du racisme, certainement de la crispation identitaire, à tout le moins de quelque chose de pas très recommandable. Et nous avons inversé le devoir d'intégration, c'est-à-dire que nous considérons désormais que c'est à la société d'accueil de se transformer, de transformer ses institutions, de transformer sa culture pour accommoder les exigences de la diversité. Autrement dit, c'est à la société d'accueil de se transformer pour s'ouvrir à l'autre. Tel est le multiculturalisme ramené à son essence, je dirais, la plus intime, à son noyau doctrinal philosophique. Le multiculturalisme transforme complètement notre vision de l'identité de nos sociétés. Il n'y a plus, en un sens, de société d'accueil entrée dans l'histoire avec ses droits et privilèges légitimes. La société d'accueil, dans cette perspective, au mieux, n'est plus qu'une majorité démographique qu'il faudra neutraliser pour l'empêcher de piétiner les droits des minorités. Autrement dit, dans cette logique, il n'y a plus de culture nationale, il n'y a plus de culture nationale d'accueil. Au mieux, on dira qu'il y a des valeurs universelles. Au mieux, on dira qu'il y a des principes fondamentaux valables pour chaque société. Mais chaque société elle-même, avec sa culture, son histoire, sa manière de voir le monde d'une certaine manière ou l'autre, devra être étouffée, censurée, neutralisée. Le multiculturalisme fonctionne avec des formules toutes faites qui ont un effet d'hypnose ou de sidération dans le débat public. Par exemple, on nous dira « ouverture à la diversité ». Je pose toujours la question, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot « diversité » ? La diversité en tant que telle, ce n'est rien d'autre qu'un principe pour identifier une pluralité d'identités. La notion de diversité, elle réfère à quoi finalement? Bien, ce qu'on constate trop souvent, c'est que la notion de diversité, elle réfère à un ensemble de phénomènes qu'elle agglutine finalement sous le mot diversité à la manière de nouveaux totems, dans lequel nous pouvons nous incliner sans avoir le droit de poser quelques questions. La diversité devient le nouveau principe fondateur de nos sociétés, et dans cette diversité, sachons-le, nous ne sommes qu'une nuance parmi d'autres. Peut-être un peu plus imposante et pour cela plus inquiétante. Autre formule sidérante du langage multiculturaliste, l'ouverture à l'autre. Vous savez, qui ne s'est pas fait dire un jour dans sa vie qu'il devait s'ouvrir à l'autre? C'est un impératif éthique fondamental. Ce à quoi je réponds toujours par deux questions. D'abord, de quel autre s'agit-il? Et ensuite, de combien d'autres parlons-nous? Il n'y a d'ouverture, c'est fascinant, le multiculturalisme prétend nous ouvrir à la diversité des cultures de ce monde, mais lorsqu'on parle d'ouverture à l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, peu importe qui est l'autre devant moi, je dois m'y ouvrir. Eh bien non.
Moi, je me donne le droit de savoir qui est cet autre dont nous parlons pour savoir si je veux m'y ouvrir ou non. Et je me donne ce droit de considérer que tous les apports culturels ne sont pas équivalents et qu'il est dans notre droit, à partir de notre histoire et de notre culture et de nos aspirations, de distinguer certains apports de l'autre que nous voulons et d'autres que nous sommes en droit de ne pas vouloir. Si nous ne sommes pas capables d'accepter cette logique élémentaire, à mon avis, c'est que nous ne comprenons plus ce qu'est une nation. Une nation, c'est une communauté de mémoire, de culture, de langue, une communauté d'identité finalement, qui parvient à traduire cette réalité dans des institutions politiques. Si finalement nous refusons cette idée qu'il y a une légitime prédominance de la culture nationale, eh bien la nation finalement n'est plus qu'un no man's land identitaire, ça devient un espace administratif neutre, seulement régulé par les droits de l'homme, ça devient un territoire interchangeable, ça devient un peuple qui n'en est plus un et qui est finalement condamné à la désincarnation. Alors, dans ce grand débat qui traverse toutes les sociétés occidentales, il y a une forme de partage social étrange. Pour l'essentiel, dans le système médiatique, et bien souvent dans les universités, le système politique, l'idéologie multiculturaliste a la cote. Il n'est pas nécessairement bien vu d'y confesser quelques réserves et encore moins de s'y opposer nettement. Ce n'est pas impossible, mais attendez-vous à en payer le prix. De l'autre côté, le commun des mortels, le peuple, si on me permet d'utiliser cette expression depuis un temps disqualifié, utilisons un vocabulaire neutre, les classes moyennes et populaires, ont une réserve manifeste et semblent attachées à la conception traditionnelle de l'intégration. Mais lorsqu'elles font valoir cette aspiration à une conception plus traditionnelle de l'intégration, on les accusera plus souvent qu'autrement, je le disais tantôt, de crispation identitaire, de manque d'ouverture à l'autre, de xénophobie. Autrement dit, on leur reprochera de ne pas être suffisamment civilisés et éduqués, et de ne pas être éclairés par les lumières de l'époque. Alors, tout cela, je dirais, c'est la loi de toutes les sociétés occidentales d'une manière ou de l'autre. Je schématise, bien évidemment, il y aurait beaucoup de nuances à faire, mais je crois que la trame de fond, elle est là. Dans le cas canadien, nous sommes devant quelque chose, je dirais, c'est le multiculturalisme en pire. Je m'en explique. Nous en connaissons l'histoire, elle a été évoquée tantôt. Le multiculturalisme canadien repose à l'origine sur une volonté explicite. Il n'a été instauré que pour nous nier. Car qu'est-ce qu'il y a avant le multiculturalisme canadien? Il y a l'aspiration au biculturalisme. Le biculturalisme, on s'en souvient, le Rando Dunton, ça consistait à dire il y a deux peuples fondateurs. Les Canadiens français, on dirait aujourd'hui les Québécois, et les Canadiens anglais. Et lorsque le multiculturalisme arrive, on préserve le bilinguisme, oui, deux langues officielles, mais on les désincarne, on dit multiculturalisme. Il n'y a plus de culture dominante, donc en gros la culture anglaise au Canada anglais, la culture française au Québec français. Il y a désormais simplement une mosaïque infinie de cultures, de petites identités qui pour la plupart se définiront de manière victimaire. Donc à l'origine du multiculturalisme, il y a le désir de ne pas reconnaître la différence québécoise. À l'origine du multiculturalisme canadien, il y a un refus fondamental d'accepter que le Canada soit le pays de deux peuples fondateurs. Alors pour le Canada anglais, à la rigueur, ça pouvait passer parce qu'il se sentait suffisamment dominant pour faire croire qu'il n'existait pas. Ce n'était pas notre situation. Le multiculturalisme canadien, au fil du temps, s'est imposé à nous de plus en plus. Il me reste combien de temps environ? 5 minutes. Ah, ça c'est généreux. Il peut en dire des affaires. J'aime entendre 5 minutes, parce qu'ensuite je triche et j'en gagne un peu plus. Alors, quoi qu'il en soit, le multiculturalisme canadien a fonctionné sur le principe de la négation de la nation québécoise. Il n'a d'autre fonction, en un sens, que nier la nation québécoise. D'ailleurs, vous noterez que le Canada est prêt à s'ouvrir à toutes les identités, sauf la nôtre. Pourquoi? Parce que nous n'acceptons pas d'être une identité parmi d'autres. Parce que nous avons la prétention d'avoir une identité fondatrice. Parce que nous avons la prétention d'avoir une identité de référence. Parce que nous avons la prétention à ne pas être un groupe parmi d'autres chez nous. Le Canada considère cela comme une trace archaïque d'une xénophobie première. Et pour cela, d'ailleurs, il nous réserve plus souvent qu'autrement dans ses journaux des mots de tendresse inqualifiable.
Le propre, évidemment, de l'idéologie canadienne, on le sait, c'est la logique des accommodements raisonnables, qui nous est imposée comme jamais au Québec, bien évidemment. Elle existe ailleurs aussi, mais ici, nous la ressentons plus intimement. J'aime dire quelquefois que le Canada anglais a fait un pacte de suicide avec l'idéologie multiculturaliste pour nous liquider. Le problème, c'est qu'il s'est tiré la balle dans la tête avant de nous la tirer à nous. Donc le Canada anglais, historique, britannique, il s'est décomposé au fil du temps. Il a eu quelques tentatives de renaissance, le gouvernement Harper en était une, mais fondamentalement, le Canada anglais a consenti à sa dissolution dans le nouveau régime multiculturaliste. Et le Québec n'y consent toujours pas. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a les questions d'accommodement raisonnable, bien qu'elles soient aussi discutées au Canada anglais, elles ne sont pas discutées de la même manière. Le Québec, aujourd'hui, j'aimerais dire plus que jamais, ressent intimement la pesanteur de ce régime. Parce qu'il ne s'agit pas que d'une idéologie dominante, il s'agit aussi d'un régime inscrit dans le droit, inscrit dans la loi, inscrit dans les institutions. Et conséquemment, si nous voulons sortir du multiculturalisme, qui est fondamentalement une machine à neutraliser l'identité québécoise, il nous faut poser la question du régime canadien. Vous auriez entendu récemment, le multiculturalisme canadien se radicalise sans même le dire. J'en tiens un exemple dans une déclaration toute récente de ce roi philosophe exemplaire qui nous a été livré il y a quelques mois, à la manière d'une grâce des dieux, Justin Trudeau. Justin Trudeau qui a dit du Canada qu'il s'agissait d'un pays polyglotte. Là, ça a passé un peu dans le vide comme ça sans qu'on s'en rende compte. Oups, ce n'est pas exactement le cas. Il y a une rupture ici du père au fils. Le père Trudeau, qui n'était pas exactement un ami du nationalisme québécois, avait conservé néanmoins une dernière trace de la dualité fondatrice du Canada. C'était le bilinguisme officiel. Il y avait 2 langues officielles. Évidemment, c'était une politique qui était mauvaise pour le Québec, parce que dans les faits, en dernier instant, je dirais le bilinguisme au Yukon, c'est pas vraiment essentiel, mais au Québec, le bilinguisme canadien, ça consistait à nier la prédominance du français. Mais néanmoins, dans la tête du père Trudeau, il y avait quelque chose comme une dernière trace résiduelle de la dualité historique du pays. Le fils Trudeau vient sans qu'on ne le... Je ne sais pas, évidemment, c'est pas... Soyons honnêtes, je ne crois pas qu'il serait réfléchi à tout ce qu'il dit. Le fils Trudeau vient de tirer les conséquences du multiculturalisme canadien. Implicitement, il vient de dire que le Canada n'est plus un pays bilingue. Ou à tout le moins, oui, il y a le bilinguisme officiel, mais la réalité des choses, c'est un pays polyglotte. Autrement dit, toutes les langues y sont les bienvenues. Toutes les cultures, nous savions que toutes les cultures y étaient les bienvenues, qu'il n'y avait plus de culture dominante. Nous savons désormais que toutes les langues y ont potentiellement le même statut, sauf qu'il y aura bien évidemment une langue de référence qui sera l'anglais, mais bon, ça, il faut bien avoir un point commun. Hein. Ça tombe comme ça. Alors, la notion du Canada comme pays polyglotte, c'est une étape importante parce que ça consacre la digestion de la loi fédérale sur les langues officielles du bilinguisme canadien dans la logique du multiculturalisme canadien. Alors, dans les années à venir, nous risquons d'assister de plus en plus à une neutralisation progressive du français. Les droits du français seront de plus en plus considérés comme des privilèges du français. Les privilèges, par définition, sont contestables parce qu'ils vont contre la logique de l'égalité. Attendons-nous à assister à une forme de régression progressive de la place du français, déjà qu'elle n'était quand même pas si majeure que ça au Canada. J'en vois quelques exemples par ailleurs au quotidien. Le Parti conservateur s'est choisi un nouveau chef temporaire récemment. On a pris la peine de nous dire que le français n'était pas une compétence indispensable pour être chef du Parti conservateur. À la Cour suprême, ce n'est plus nécessaire. Les ministres du gouvernement fédéral en ce moment, 9 parlent français sur 31, sur ça 5 sont francophones. Donc, on dit en gros, les ministres anglophones qui parlent officiellement le français, le baragouine, comme on dit chez nous. Alors, le Canada est en train, je dirais de manière, le terme, je dirais pas sournoise parce que ce serait faux, je dirais de manière naturelle, il est en train de suivre la pente qui est la sienne, qui est celle de la digestion de la différence québécoise dans le cadre canadien. Nous ne sommes plus finalement qu'une nuance de bleu un peu agaçante qui tôt ou tard se dissipera. Alors, sachant tout cela, que pouvons-nous faire si nous souhaitons au Québec, si par ailleurs nous sommes souverainistes, que pouvons-nous faire pour sortir de ce piège? D'abord, il faut nommer l'adversaire idéologique.
il faut nommer l'adversaire idéologique. Le multiculturalisme canadien, en particulier le multiculturalisme en général, cause problème. Je sais qu'il y a une tentation chez les souverainistes en ce moment. Je sais qu'il y a une tentation chez les souverainistes en ce moment. Vous savez, la tentation pénitentielle des souverainistes. Les souverainistes qui cherchent à tout prix à se plier aux critères de la respectabilité radio-canadienne. Les souverainistes qui font tout pour ne pas risquer la moindre injure de la part de leurs adversaires. Des souverainistes en quête d'un brevet de respectabilité de la part de la presse. Donc là, on va penser par exemple à l'épisode de la Charte des valeurs, et on va dire quel triste épisode, dans quoi nous sommes-nous jetés? Bon, et là on va faire pénitence publiquement, on va s'excuser publiquement d'affirmer notre dissidence avec le multiculturalisme. J'ai quant à moi la certitude suivante: si le mouvement souverainiste veut renaître véritablement, enfin je dirais, si le Québec veut survivre, il doit se détacher évidemment du Canada, et si le mouvement souverainiste veut renaître, il doit poser clairement la question du régime multiculturaliste canadien de 1982 et inviter les Québécois à rompre explicitement avec lui, ne plus tolérer de demi-mesure, accepter une rupture franche, philosophique, politique et historique avec ce pays qui nous nie. Je vous remercie. Vous avez 7 minutes? Oui, pour répondre. Pour démolir ce que Mathieu Oh non, moi je suis pas dans la démolition. Vous avez 7 minutes. D'accord. Mathieu. J'aime ces paroles comme une prière. C'est ici la voix d'une certaine sagesse qui est acquise, rendue à un certain âge. C'est comme la pension de vieillesse, à un moment donné, la sagesse te rentre dedans, tu t'en rends même pas compte. Puis, mais tout ça pour dire, je te trouve tellement pessimiste. Très pessimiste, très pessimiste. Peut-être que c'est moi qui vis au royaume des calinours et oui, voilà. Enfin, le même genre d'endroit habité par notre ami Trudeau. Moi, je me perçois comme une résistante. Et c'est peut-être un peu toute ma vie, j'ai été une résistante, c'est pour ça peut-être que j'ai mal tourné des fois. Je préfère. De toute façon, je suis dans une structure, présentement, que les Québécois veulent pour l'instant conserver. Hein? Je veux dire, pour l'instant, c'est ça. C'est le même. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis très dans le maintenant, moi. Qu'est-ce que je fais maintenant pour vivre avec ça? Et je pense qu'on est plus fort que ça, qu'on soit à l'intérieur du Canada, des États-Unis. Moi, je perçois le Québec et les Québécois comme étant des gens qui, pensez, on disait ça en s'en venant, Marie et moi, on parlait de la guerre jadis, les ancêtres, on se disait, mais c'est incroyable à quel point nos ancêtres qui ont bâti le Québec, puis là je retourne à la famille, comment ça s'appelait, Louis Hébert? C'est incroyable, le climat, la dureté, ils ont traversé vraiment là, des obstacles incroyables pour en arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Puis là, moi, je ne viens pas vous vendre le fédéralisme, j'ai rien à vendre, OK? Mathieu le sait, d'ailleurs, des fois, je lui dis, comment on fait pour devenir souverainiste? Je lui réponds chaque fois qu'elle est une âme damnée et qu'elle n'y parviendra jamais. Non, mais sérieusement, moi, quand je regarde ça, là, ce petit Québec-là, je me dis, oui, l'État, oui, les structures, oui, les lois, oui, tout ça, mais nous, est-ce qu'on a encore cette force-là? Est-ce qu'on veut encore défricher? Est-ce qu'on le veut assez fort? Est-ce qu'il y a assez de gens qui le veulent assez fort? Est-ce qu'on cultive la mémoire comme on devrait? Est-ce que toutes ces choses-là auxquelles on n'a pas de réponse, et on ne peut même pas, la preuve, on peut difficilement se fier sur un gouvernement ou un autre pour protéger nos intérêts. Je pense que Mathieu a raison par rapport à l'immigration. Il ne faut pas inverser l'intégration, mais qui a coupé, qui a mis la clé dans la porte du plus formidable outil de francisation et d'intégration au Québec, qui s'appelait les COFI.
C'était vraiment une structure, c'était pas juste la langue, c'était, les gens étaient, on vit comme ça, etc. Vraiment, là, ça allait sur toute la ligne. Mais je m'excuse, c'est André Boisclair et Lucien Bouchard qui ont mis la clé dans le bras. Moi, je leur ai jamais pardonné ça. C'est fou, hein? Parce que ça fonctionnait, cette affaire-là. Puis maintenant, ben, on le voit, ça fonctionne pas. Je vais revenir à notre ami Trudeau. Tantôt, je parlais qu'un des obstacles, un des défis auxquels on a à faire face, c'est la question de l'ignorance. Et je pense que l'ignorance est au pouvoir présentement dans ce gouvernement-là. Je pense que Justin, qui n'est pas un nono, là, vraiment, là, croyez-moi, là, mais il y a quelque chose qui, je sais pas, il y a un message qui ne passe pas. Mais moi, ma préférée, c'est Mélanie Joly. Ah, hey, c'est ma députée par de ça. Hein. Elle veut préserver la langue francophone. Oui, mais la meilleure, c'est la semaine dernière, quand elle est allée chanter les louanges de Sir John A. Macdonald, en nous disant qu'il méritait à être mieux connu. Puis là, il y avait des mots comme liberté, etc. dans son texte. Là, mes yeux sont partis en spirale, puis j'ai arrêté de lire. Non, mais faut-tu être assez ignorante pour dire des choses pareilles, qu'on soit de quel côté que l'on veuille, politiquement, historiquement, il y a des choses qui se vérifient. L'ignorance et le nivellement par le bas est, pour moi, le plus grand défi. Et je suis pas sûre que c'est le multiculturalisme, même en se débarrassant du multiculturalisme, qu'on va le régler. Ma foi. 5 minutes. Pourquoi il y avait dans ce descriptif quelque chose comme une menace? Alors, comment dire? Lise parlait de l'article de Mélanie Joly, enfin l'article de Mélanie Joly, la déclaration de Mélanie Joly qu'elle a cessé de lire en chemin tellement elle était frappée par l'ignorance de la ministre. À ce moment précis, j'ai eu un peu plus de courage qu'elle. Moi, j'ai poursuivi la lecture. La vie est trop courte. Non. Ouais, il faudra un jour on va faire une anthologie de la bêtise. Ce sera le livre le plus long jamais écrit. Alors, Mélanie Joly dit de John A. Macdonald que c'est un homme qui est probablement, à l'échelle de l'histoire, c'est un homme politique dans un autre temps, avec d'autres valeurs que les nôtres, qui a fondé un pays qui fonctionne à peu près bien, sauf pour nous. Bon, alors, évitons de le diaboliser. Mais elle dit quand même, cette perle lumineuse du gouvernement, elle s'en va dire que John A. Macdonald est aussi un homme qui croyait un Canada de la diversité. Oui. Alors là c'est là que soudainement, j'ai manqué d'air. Parce que le Canada de la diversité, il paraît qu'il y a un truc bizarre dont on entendait parler autrefois qui s'appelait les Métis et Louis Riel. John A. Macdonald est quand même celui qui va écraser de la manière la plus brutale la rébellion métisse. L'enjeu derrière cela, c'est évidemment la question de l'existence d'une francophonie canadienne dans l'Ouest. Et la réponse a été d'une clarté admirable. Alors, mais pourquoi cette déclaration est intéressante? Parce que ça nous en dit beaucoup sur le Canada tel qu'il se représente lui-même. Le multiculturalisme est véritablement ici une idéologie, j'aime pas le mot totalitaire parce qu'il est exagéré peut-être, mais une idéologie qui se permet de réécrire l'histoire de part en part pour plier le monde à sa logique. Donc, le passé du Canada, présenté désormais comme un Disneyland du multiculturalisme mondial, eh bien, le passé doit se plier exactement à la vision que nous avons aujourd'hui de notre présent admirable. Donc, on va réécrire le passé et soudainement, John A. Macdonald, qui était quand même une figure d'autorité classique qui a réprimé les métis au nom de la nation canadienne-britannique, on fait disparaître cette part et on préserve simplement le récit enchanté du Canada diversitaire. Inversement, au Québec, je note une chose, depuis quelques années, vous savez, pendant longtemps, la Nouvelle-France avait disparu des manuels d'histoire au Québec. Depuis quelques années, elle est réapparue. Mais elle est réapparue sous quel visage? Sous le visage de la culpabilité. La Nouvelle-France devient finalement se caractériserait par l'esclavage qu'on y pratiquait. L'esclavage est un phénomène mineur, marginal, secondaire en Nouvelle-France, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe ailleurs en Amérique à ce moment-là, devient le phénomène par lequel on la définira. Pourquoi? Parce qu'on veut s'ouvrir aux pages noires de notre passé, d'accord, mais surtout parce qu'il y a au cœur du multiculturalisme, qui est l'idéologie dominante de notre temps, un désir de culpabilité.
il y a un désir de culpabilité et de culpabilisation des nations occidentales, qui, lorsqu'elles s'intéresseront à leur histoire, ne s'y intéresseront que pour apprendre à se critiquer et quelquefois même se détester. On dira devoir de mémoire, mais le devoir de mémoire, très souvent aujourd'hui, ça consiste à lire l'histoire à travers une lunette sombre, et nous voulons retenir de l'histoire que ce que nous pourrions en conserver pour nous culpabiliser au temps présent. Alors, on est dans cette tension au Canada, d'un côté, un régime fédéral qui réinvente l'histoire, qui quelquefois la crée même, par une espèce de génie créatif admirable qui est celle des idéologues à toute culture, et d'autre côté, on a un Québec qui se culpabilise jusqu'à nier ses propres origines ou jusqu'à diaboliser ses propres origines. Lise nous disait, le gouvernement du Québec a déjà, à sa propre manière, par exemple, avec l'abolition des COFI, le gouvernement du PQ a fait grand mal à l'intégration culturelle, c'est tout à fait juste. De ce point de vue, je dirais que la bêtise est généralement bien partagée entre les gouvernements. Qu'ils soient péquistes ou libéraux, tous sont capables de faire des sottises. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quelque chose comme une question structurelle, une question de fond, une question de régime. À point que depuis Aristote, nous sommes persuadés que le régime politique dans lequel nous vivons compte. Il se peut que depuis 15 ans, ça ait changé. Mais le régime dans lequel nous vivons, qui est le régime canadien, est un régime qui conditionne les mentalités, est un régime qui façonne notre vouloir vivre ensemble, qui façonne notre identité. Lise nous disait, les souverainistes, les Québécois aujourd'hui ne rêvent plus de souveraineté, il y a du vrai là-dedans, mais il ne faut toutefois pas oublier que ce n'est pas simplement par le simple mouvement de l'émotion qu'ils n'en rêvent plus, c'est qu'ils vivent sous la tutelle d'un régime qui nie leur identité, et tout cela porte à conséquence finalement. Ça ne veut pas dire qu'on doit sortir du Canada pour rompre une fois pour toutes avec le multiculturalisme. On peut commencer dès maintenant, et on en sortira pleinement quand on prend le lien fédéral. J'avais bien fait ça. 2 chroniqueurs qui réussissent à rentrer dans le pain. C'est tout à fait un exploit. C'est bien. Et écoutez, merci beaucoup. C'est vraiment un privilège de vous avoir tous les deux ce matin. En tout cas, ça place bien le débat.